Marc Brinol, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal de La Ferté-Saint-Aubin, président du groupe communiste au conseil régional et chargé de la culture au sein de ce même conseil. J'allais vous poser la question, un vaste domaine, la culture? C'est surtout un élément essentiel de l'émancipation humaine. Et c'est pas seulement un article 3, 4 ou 5 dans un programme. C'est quelque chose qui doit être le fil rouge complet d'une action politique. Marc Brinol, bonjour. Bonjour. Vous êtes à ce micro l'invité de RCF et de Max Centre aujourd'hui. Nicolas Sansu, la vraie tête de liste régionale, n'est pas venu. Est-ce qu'il fait juste de la figuration sur les tracts, monsieur Sansu? Nicolas fait un gros travail dans cette campagne. Il est pour nous, et nous l'avons choisi pour ça, le relais entre l'action régionale que nous conduisons et les propositions que nous allons mettre sur la table dans le débat citoyen et l'action qu'il conduit à l'Assemblée nationale, notamment sur les questions des finances locales, qui sont un dossier absolument brûlant, essentiel même pour développer des politiques rendant service à nos concitoyens. En parlant des finances locales, vous étiez quand même aux manœuvres. Vous aviez eu les moyens, vous avez eu les moyens de mener votre politique culturelle? Je dirais que la politique qui a été conduite jusqu'à maintenant en région centre n'est pas une politique d'austérité. Mais un plafond de verre est au-dessus de sa tête qui sont les décisions prises par le gouvernement Valls-Hollande, ce qui handicape d'ailleurs lourdement aujourd'hui François Bonneau. On en parlera peut-être, mais 18 millions d'euros de moins chaque année depuis 3 ans dans le budget de la région, 61 millions, je crois, cumulés en moins de par les politiques d'austérité de ce gouvernement, c'est un handicap certain, sans compter aujourd'hui, et on en parlera aussi sûrement, des conséquences de la loi Macron, de la loi NOTRe sur l'aménagement sur le territoire, qui conduira sans aucun doute à des difficultés assez fortes pour développer l'action des régions. Alors moi, je voudrais revenir sur le terrain politique. Vous présentez une liste dite Front de gauche. Les négociations ont échoué avec les écologistes, en particulier sur ces problèmes de cumul de mandats, sur le fait que Nicolas Sansu ne siégera pas, et que vous, Marc Brinol, comme Jean-Michel Bodin, Dumont, Duchère, vous êtes, allez, on va dire, des vieux conseillers régionaux qui vous représentez. Ça plaisait pas au On vert. n'est pas si vieux que ça, Christian. On n'est pas si vieux que ça. Non, nous sommes en pleine force. C'est une question d'ailleurs sur l'âge qu'on ne pose pas, je trouve, ou du moins d'après ce que j'ai entendu, ni à François Bonneau, ni à d'autres avec lesquels nous avons exactement le même âge. Mais bon, je ferme cette parenthèse. Je parlais du nombre de mandats. J'ai bien compris, mais y compris sur le nombre de mandats, on pourrait vous poserez sans aucun doute la question à François. Bon, ça c'est une question. Comment dire, Nicolas est le vrai candidat. D'ailleurs, il siégera s'il est élu président de région. Il a écrit à tous nos sympathisants, il a écrit aussi à la population, il le fera encore. C'est une position qui est, je crois, très, très loyale. Il porte, je l'ai dit, des ambitions pour notre liste au plan national, avec des propositions très concrètes, notamment sur les collectivités territoriales et leur financement, mais aussi sur l'évasion fiscale, sur des questions très lourdes dont il est en charge à l'Assemblée nationale, puisqu'il préside une commission d'enquête sur ces sujets-là, qui sont d'ailleurs fort intéressants. Et donc il conduit ce travail-là. Et nous, les candidats tête de liste dans les départements, conduisons notre campagne dans les départements avec les propositions régionales que nous construisons avec lui. Est-ce qu'il laisserait tomber alors Nicolas Sansu s'il était élu président de région? Vous lui poserez la question députation ou la ville de Vierzon? Ça, c'est pas à moi de répondre à cette question. Il faudra le moment venu lui poser. Alors, toujours pour rester sur ces listes front de gauche, on vous accuse finalement de faire une liste qui est celle du Parti communiste, puisque vos partenaires du MRC ne sont pas dans le front de gauche à l'origine. Alors, il faut cesser de nous accuser, parce qu'on fait un gros travail citoyen considérable. Ces listes que vraiment j'ai le plaisir, peut-être plus que d'habitude, de conduire, puisque vous avez parlé d'ancienneté. Cette liste est composée essentiellement de citoyens engagés. Vous voyez, de gens qui luttent, qui agissent, qui sont des présidents d'associations ou qui l'ont été, qui sont des syndicalistes, qui, dans le domaine des services publics ou dans des entreprises privées, ce qui est rare, agissent pour l'emploi, pour le développement des services publics, des transports ici, de la santé ailleurs. Et ce sont vraiment, et ces 6 listes, et celle du Loiret que je connais très très bien pour avoir participé activement à sa constitution, sont des listes citoyennes. C'est du nouveau en politique. Peut-être, il serait intéressant, même peut-être passionnant pour les observateurs politiques que vous êtes, de regarder de près qui sont ces gens, d'où ils viennent, ce qu'ils disent, ce qu'ils portent. Parce qu'ils portent un message politique neuf, nouveau, que peut-être vont-ils le faire mieux que je ne le ferai. La question que je voulais vous poser, c'était ça, c'est comment on crée une liste?
Vous faites du porte-à-porte, comment vous faites? On crée une liste d'abord parce que nous travaillons sur le terrain toute l'année, avec des militants, avec des élus locaux qui sont au plus proche des questions qui sont posées par nos concitoyens. Sur le logement, on peut parler de Michel Ricou ici, on pourrait parler d'élus locaux à Chalette, à Saran, on pourrait évoquer des présidents d'associations sportives avec qui nous travaillons toute l'année pour défendre leurs intérêts, leurs points de vue, pour faire une irruption citoyenne. Ces gens, et ces hommes et ces femmes, ces syndicalistes que j'ai oubliés, finalement, avait jusqu'à maintenant peut-être, du fait de cette crise de la politique, un petit obstacle à franchir pour passer, j'allais dire, sur le terrain de la politique. C'est aujourd'hui en passe de sauter comme obstacle. Et c'est quelque chose que je trouve absolument nouveau. Et je souhaite d'ailleurs que d'autres listes le fassent. Je ne prétends pas que nous soyons les seuls, mais en tous les cas, nous avons réalisé ce bel objectif. Et ça a été facile? Ça a été facile, oui et non, parce que, vous savez, on a parlé surtout de quoi? Des contenus. On a parlé des souffrances de nos concitoyens, de leurs attentes, de ce qu'ils pensent qu'une région pourrait faire. On a parlé aussi de politique nationale. D'une gauche qui déçoit et comment creuser un chemin pour une autre alternative. On a parlé de tout ça, on a parlé de mesures concrètes, on y viendra peut-être tout à l'heure, qui ont permis à ces personnes de se dire, écoutez, on fait ensemble. J'ai vu hier, je vais finir sur ce sujet, hier j'étais à Montargis, à la gare de Montargis, parce que nous sommes sur le terrain tous les jours, et à la gare de Montargis où une pétition circule, plusieurs milliers de signatures pour défendre la ligne Paris-Nevers. Les gens qui étaient là, j'ai vu des responsables d'associations qui nous rejoignent en ce moment. Parce qu'ils disent, vous nous donnez les moyens de nous exprimer, d'entrer sur le chemin de la politique sans passer un examen d'authenticité, mais un examen de citoyenneté. Voilà ce que nous avons besoin. Oui, Marc Brinol, vous venez d'en parler. Un de vos sports favoris, c'est de taper à bras raccourcis sur la politique gouvernementale, sur l'austérité, le chômage, etc. Et puis à la région, en revanche, vous accordez avec le PS. Comment vous faites vous êtes écartelé entre ces deux positions? Je ne suis pas du tout écartelé. Partout où nous sommes, je conçois l'action politique de cette façon. Partout où je suis, partout où je peux porter une parole de gauche, une parole pour changer les règles de la société, qu'elles deviennent plus humaines, plus justes, plus équitables pour tout le monde. Partout où nous pouvons porter cette parole, j'y vais. Partout où il est possible d'infléchir des décisions, j'y vais. Partout où il est possible de porter à la fois du message, de l'action. Partout où on peut être porte-parole de celles et ceux qui luttent, qui agissent sur le territoire, nous y allons. Donc c'est ce qui nous guide dans notre action. Et il n'y a pas d'écartèlement, il y a simplement, d'ailleurs je pourrais prendre des cas très précis. En région, nous avons notre groupe, que j'ai eu l'honneur de présider jusqu'à maintenant, n'a pas voté les recettes, par exemple, de la région depuis 6 années. Pour une raison très simple, nous faisons partie de cette majorité, nous ne votons pas les recettes. Pour une raison très simple, elles sont en diminution, elles conditionnent étroitement et de façon confinée les projets régionaux. Nous ne l'acceptons pas. Vous êtes abstenu, vous n'avez pas voté contre. Nous sommes abstenus, oui, sur ces. Nous ne votons pas les recettes. Oui, enfin vous risquez pas de faire tomber l'exécutif. Écoutez, nous n'avons pas le moyen d'ailleurs de le faire tomber quoi que ce soit, puisque les résultats des élections précédentes ne nous donnaient pas cette possibilité. Ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est que vos adversaires de droite, eux, partent unis à la bataille. N'aurait-il pas été plus visible pour le citoyen de faire un programme commun, comme on disait à une certaine époque, dès le premier tour? Et ça met en cause les régionales et leur fonctionnement. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement une élection à la proportionnelle intégrale? Écoutez, la proportionnelle intégrale fait partie intrinsèquement du programme du Parti communiste pour ce qui le concerne, et du programme du Front de gauche d'ailleurs de 2012. Une proportionnelle intégrale résoudrait en effet toutes ces questions d'alliance et d'alliance de premier et de deuxième tour. Puisque je crois, moi, à la diversité politique, je crois surtout au débat de projet, au débat de contenu, plutôt qu'à des alliances qui parfois cachent des choses qui ne sont pas très reluisantes. Je pense que la droite est unie, effectivement, quand j'ai lu une partie de leur programme, j'attends de voir la suite, ils sont unis sur effectivement des choses assez anciennes, à savoir des aides sans retour aux entreprises, on va en reparler. Donc ils sont unis là-dessus, ils sont unis surtout pour battre la gauche, pour prendre la région, voilà, pour en faire un point d'appui, pour aller encore plus loin sur les politiques austéritaires. Pour ce qui nous concerne, je disais, nous portons cette parole, nous portons ces actions, et le programme
que nous sommes en portage en ce moment et en débat dans la région centre. Ce programme et les points de ce programme, nous voulons les conduire jusque dans la mandature qui va s'ouvrir. Et puis rien ne dit aujourd'hui, parce que je vais toujours devant les électeurs en leur faisant confiance, que nous ne serons pas devant. Rien ne dit qu'il faudra effectivement que d'autres s'allient avec nous. Vous espérez faire plus de 10%, c'est un peu le score qu'on vous a donné dans les derniers sondages. Oui, on donne une vraie dynamique aujourd'hui pour la liste Front de Gauche. Il y a une dynamique, mais je la constate aussi sur le terrain, mais vous savez, il y a toute une histoire autour d'un ours et de sa peau, donc je ne veux pas ouvrir ici. D'accord. Comment vous allez faire pour vous entendre avec les écologistes, par exemple, qui refusent le productivisme pour faire simple et qui refusent l'argent sur les aéroports? Entre les deux tours, comme ça, le 6 au soir, on n'a pas d'aéroport en région centre, sauf un débat à Tours et à Châteauroux, sur lequel d'ailleurs le débat s'est un tout petit peu éclairci lors de ces derniers mois. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que nous avons sans doute plus de points communs que de divergences. Et quand, par exemple, j'ai dit aux élus d'Europe Écologie Les Verts que quand, effectivement, ils attribuaient une étiquette de productiviste à mon parti, à ma formation, je leur ai conseillé de lire mon projet. J'ai en effet conduit toute cette année 2015 le projet du Parti communiste, je vous parle bien du Parti communiste et non de la liste Front de Gauche, sur justement quels pouvaient être les moyens d'issue de la crise dans laquelle nous sommes, crise financière, économique, sociale, crise de sens aussi, et figure en premier plan, en ouverture même de ce projet qui s'appelle La France en commun. Je vous souhaite une bonne lecture, je ne sais pas que je vous en donnerai tout à l'heure. En premier point, l'émancipation humaine sur un nouveau mode de production, un nouveau mode de développement qui est basé notamment sur l'économie circulaire, qui est basé notamment sur l'idée d'abandonner l'obsolescence programmée, qui est l'idée de sanctionner effectivement quand les productions d'énergie ne sont pas contrôlées par la puissance publique, qui dit finalement nous sommes à la veille d'une nouvelle révolution qui doit être à la fois sociale et environnementale. Donc nos amis d'Europe Écologie Les Verts se trompent en pensant que nous sommes des productivistes. J'aurais dit avec force. Sur le nucléaire, vous mettez votre drapeau dans votre poche, Absolument vous êtes favorable au nucléaire et pas eux. Je vais vous expliquer. On a 4 centrales en région centre quand même. Et nous sommes le deuxième producteur d'énergie pour la France, c'est la région centre. Eh bien, nous sommes pour un mix énergétique. Aujourd'hui, la priorité des priorités, si on veut rentrer dans ce débat, et d'ailleurs les régions devront avoir un rôle essentiel à jouer, c'est de faire baisser le taux de gaz à effet de serre et ainsi de maîtriser le réchauffement planétaire. C'est la priorité des priorités. D'ailleurs, la COP21 s'oriente vers des choses un peu complexes et peut-être en dessous de ses objectifs. C'est très très inquiétant. Donc si on considère que c'est le premier objectif, il faut donc tout faire pour réduire la production de gaz à effet de serre. Quand vous savez par exemple que le transport par camion et par route des marchandises comporte 14% d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, que fait-on? Que doit-on faire? Faire du rail. D'accord ? Sur le mix énergétique, que doit-on faire pour produire? Nous devons à la fois, développer les énergies renouvelables, autant que faire se peut, et donc mettre de la recherche. 2, il faudrait travailler d'ailleurs en région à Mons, vous savez, au CEA, travailler sur ce qu'on appelle la conservation de l'énergie, le stockage de l'énergie, qui est un dossier majeur pour demain. Et donc mettre ici le paquet sur la recherche scientifique à la fois fondamentale et appliquée pour développer ce stockage de l'énergie. Aujourd'hui, on ne sait pas concerner l'électricité. 3, il faut pouvoir garder une production électrique. Et donc pour garder une production électrique pendant le temps où on va développer les nouveaux modes de production d'énergie renouvelable, eh bien, on est contraint de conserver cette énergie jusqu'à la transition énergétique. Jusqu'à la transition énergétique. Donc ça, c'est une mesure, d'ailleurs, ce n'est pas une mesure, c'est une politique qui est à la fois sensée, audacieuse et qui répond aux défis d'aujourd'hui. Marc, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à notre région, à moins que Christian avait une autre question à poser. Non, sur la région, moi je voulais en venir à l'économie, mais vas-y. Moi j'allais dévier de l'économie pour parler un petit peu culture. Et quels sont donc vos projets? Qu'est-ce que vous allez proposer? Le Front de Gauche propose au niveau de la culture. Ça, c'est un dossier que vous connaissez bien. Mais je pense d'ailleurs qu'il faudra poser la question à toutes les listes, parce que vous savez, oui, non, mais j'imagine que vous allez le faire sur la culture notamment, puisque personne n'en parle et que vous parlez de doubler le budget. Oui, je parle. Non, mais personne, sauf, j'allais dire. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que la loi NOTRe, qui va donc donner les nouvelles compétences aux régions, est très inquiétante, je le dis comme ça, sur le rôle des régions pour la culture.
Les régions ont pris fait et cause pour la culture, et toutes d'ailleurs, dans les années 90, avec une augmentation de leur budget, avec une implication réelle sur le domaine de la culture, d'ailleurs dans toutes ses dimensions. Et aujourd'hui, elles ont donc un rôle assez important, parfois majeur d'ailleurs, qui se substitue tant faire que se peut à l'État, ce qui est grave. Bref, la loi ne dit pas, puisque les régions perdent la compétence générale, la clause de compétence générale, la loi ne dit pas demain que les régions pourront s'occuper de culture. On ne sait pas qui est le pilote de la culture. On ne saura pas qui est le pilote. Et d'ailleurs, je lisais ce matin l'interview de Fleur Pellerin, ministre de la Culture, qui est dans un flou absolu sur le rôle étroit entre région et État pour développer les politiques culturelles. Elle se gausse d'augmenter de 2% le budget de la culture. Enfin, il est de 1% du budget global. L'augmenter de 2%, vous imaginez le côté dérisoire de cette augmentation. Bref, il faudra donc une politique culturelle qui double son budget et qui dise, la deuxième raison pour laquelle les autres n'en parlent pas, c'est qu'elle est pour nous absolument essentielle. Elle fait partie d'un élément de la politique, une réponse même à la crise de sens dans laquelle nous sommes aujourd'hui, que notre société vit. Pour donner du sens, il faut un partage étroit avec la tension que nous offrent les artistes. Il faut ce partage en commun, cette question qui fait que l'homme se voit non pas comme étroitement un objet au sein d'une société complètement déboussolée, mais au contraire qui sache mesurer là où il va. La culture sert à cela. Elle doit être essentielle. Quand nous disons doubler le budget de la culture, c'est pour faire plus de théâtre, de musique, de danse et plus de pratiques culturelles pour nos concitoyens. C'est la question que j'allais vous poser. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Voilà. Nous allons d'ailleurs ouvrir... je ne vais pas faire président de région, mais nous allons ouvrir... Changement de langage. Ça a déjà été fait, Nous allons ouvrir d'abord des assises de la culture. Je crois que nous n'avons pas assez entendu les uns et les autres. Moi, je suis dans un réseau culture avec l'ensemble des artistes de cette région, des porteurs de projets depuis des années, mais ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas assez entendus. Ils doivent être plus que recevoir des subventions, ils doivent être les acteurs eux-mêmes de ces politiques culturelles. Et donc, je vais ouvrir la première année, c'est-à-dire dès le début 2016, des assises de la culture pour réécrire à la fois les dispositifs culturels, mais surtout les objectifs que nous visons. Il y a des inégalités territoriales, il y a des inégalités d'accès à la culture selon les revenus des gens, selon leur origine sociale, même au sein des quartiers, au sein de la ruralité. Il y a donc des réponses fortes à apporter, et ce doublement de la budget de la culture devra tenir compte pas seulement de la ligne culture du budget, mais de la ligne aménagement du territoire. Moi, j'aimerais revenir à l'écononomie, Yann, si tu me permets, parce que c'est quand même important, c'est la compétence désormais unique de la région. Vous voulez mieux contrôler l'argent public en disant nous voulons savoir quelle est l'utilisation du moindre euro. Mais vous ne l'avez pas fait pendant cette mandature. Si, justement, mais il faut aller plus loin. Vous savez que vous m'avez tout à l'heure affublé de l'image de vieux ou d'ancien. Alors je vais le revendiquer quelques secondes. À la fin des années 90, j'ai fait voter, c'était au temps même de direction de Maurice Doucet, donc vous voyez, ça ne nous rajeunit pas, mais fait voter une commission de contrôle des fonds publics. Et elle existe, cette commission des fonds publics. J'en ai été d'ailleurs. Alors, elle marche car elle ne marche pas assez. Ouais. Elle n'a pas la transparence suffisante. D'une part. Donc il faut de la transparence dans l'attribution des fonds publics. C'est une question qui est exigée par nos concitoyens. Mais par exemple, 1 euro, un emploi, pour aller vite, pour être très concret. Mais il y a des entreprises qui ont reçu indûment de l'argent public. Il y a des entreprises qui n'ont pas développé Il y a des entreprises qui n'ont pas développé l'emploi au niveau suffisant. Et d'ailleurs, il y a eu, puisque grâce à cette commission et au travail qui a été fait au sein de la région, il y a eu à la fois des contrôles et des remboursements aussi de subventions. Donc il faut aller plus loin. Pourquoi aller plus loin ? Pas seulement par souci de transparence, mais par souci d'efficacité. Moi, je suis pour, vous voyez, on va porter ça très fort, un fonds régional pour l'emploi et la formation. Et oui, parce qu'il faut à la fois cette transparence, mais il faut les moyens de cette transparence. Pour avoir les moyens pour l'emploi, j'ai écouté, enfin, je fais une parenthèse, je lisais les propositions de la liste de Philippe Vigier. Je suis atterré parce que ils disent leur proposition d'emploi, elle est double. Ils disent d'une part,
lâcher, enfin, ce que j'appelle moi les cadeaux aux entreprises. C'est mon langage. Voilà, lâchons ça, allons plus loin encore. Millions pour les travaux publics. Et de l'autre côté, les travaux publics. Alors que, je crois l'avoir dans ma sacoche, ils ont fait des propositions en tant qu'élus de cette opposition actuelle, visant à diminuer le budget sur ces questions-là. Donc moi, je ne comprends pas où sont les vraies propositions. Je ferme cette parenthèse parce que, vous voyez, cette élection est minée un peu. On promet des choses et on ne les tiendra pas. Et on ne tiendra, peut-être on fera autre chose d'ailleurs que ce qui est promis. J'en reviens à cette affaire de fonds régionaux pour l'emploi et la formation. Oui. Vous savez, aujourd'hui, le CICE en région, c'est 230 millions d'euros par an, en région centre. Tout à fait. CICE. Le contrat, aidez-moi, parce que d'un seul coup, j'ai... Oui. Parce que les gens ils vont pas comprendre. C'est pas grave. CICE, c'est le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Voilà. Et donc ce CICE, il passe à la région. Il devrait passer en partie à la région. Parce que vous savez, il y a aussi des zones obscures sur ce que fera la région. Vous savez, on a de la chance, et là j'en suis un petit peu fier de notre position, que notre région est restée sur le même format. Parce que les autres régions vont en mettre au moins 2 ans pour élaborer leur futur schéma. Et nous, on va être opérationnel tout de suite. Et donc je reviens sur CICE. Si le CICE revient aux régions, on parlait de transparence tout à l'heure, alors qu'on est dans l'opacité la plus totale, 230 millions d'euros. Vous savez quelle est l'entreprise, la première qui reçoit ce CICE, vous le savez ? C'est la Poste. C'est la Poste. C'est la Poste. C'est la Poste qui, là, va fermer les chèques postaux, ce qu'on appelle historiquement les chèques postaux, à la source, en supprimant quelques milliers d'emplois au passage, avec des conditions de travail pour les facteurs, avec des suppressions de postes, etc. Donc ça, si c'est la région, je vous assure qu'on ira plus loin que la transparence. On ira sur des mesures tout à fait concrètes d'utilisation de ces fonds. Il y a une mesure là dont vous ne parlez pas beaucoup. Pour les orienter, excusez-moi, Christian, pour les orienter vers de l'emploi utile et efficace. Oui. Par exemple, j'étais à Chalette, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur la filière du caoutchouc ? Qu'est-ce qu'on fait sur la filière ? Et on a beaucoup de choses à faire sur cette filière-là. Elle peut être d'avenir en région centre. Qu'est-ce qu'on fait sur la filière de la déconstruction des avions, dont nous avions proposé d'ailleurs il y a 5 ans une grande filière qui n'a pas vu le jour. Et nous continuons à nous battre là-dessus. Pour aller dans votre sens, vous proposez l'embauche prioritaire de chômeurs pour toutes les entreprises qui obtiennent des marchés publics, enfin des marchés de la région. Oui, ça va passer du côté du PS, vous pensez ? Écoutez, je ne peux pas parler à la place de futurs partenaires. En tous les cas, je crois que, vous savez, lors de la construction de l'hôpital, du nouvel hôpital à Orléans-la-Source, mon ami Ricou a introduit cette dimension-là au sein de la ville d'Orléans, enfin dans le cadre de la ville d'Orléans et du département où il était élu. Et il y a eu quelques réponses avec des succès. Je crois que ce n'est pas idiot non plus que soient bénéficiaires de la création d'emplois des jeunes dans nos quartiers qui sont là à regarder qu'il y a des chantiers qui se développent ici et là et qu'ils en sont exclus. Il a obtenu sur Ikea, je crois. Il a obtenu en partie, oui, sur Ikea. Donc ce sont des batailles qui peuvent être utiles. On va revenir un petit peu au niveau de notre région des transports. Qu'est-ce que vous proposez, la gratuité ? Alors, la gratuité du ramassage scolaire, vous savez que partout où la droite est revenue, je parle du Cher là ici, la gratuité est tombée. Hein. Et d'ailleurs, j'ai vu que le 92 aussi, un des départements, les Hauts-de-Seine, les plus riches de France aussi, vient de faire sauter cette mesure de gratuité de transport scolaire. C'est le Loiret inouï. Et j'allais y venir, parce qu'après, il y a le Loiret, évidemment, qui l'a fait. Donc, il faudra instaurer ça. Pour ça, il faut de l'argent. Donc, par exemple, le débat que nous allons avoir, et je reviens à la question de Christian Bidot tout à l'heure, avec nos éventuels partenaires du Parti socialiste, c'est que si les régions sont contraintes à diminuer leur action du fait des dotations d'État en diminution, il faudra bien trouver de l'argent. On ne pourra pas le faire, cette gratuité, si nous ne bousculons pas les finances attribuées aux régions. Et donc il faut en même temps, d'un même mouvement, d'où aussi la candidature de Nicolas Sansu, d'un même mouvement, agir pour faire des propositions concrètes pour que nos concitoyens puissent vivre mieux en région, et d'un même mouvement, bousculer les lignes et les décisions que prend ce gouvernement. Parce que sinon, ce seront des promesses qui ne seront pas tenues. Et je le dis très, très, très fortement, et je le redirai partout. La meilleure garantie que de telles mesures soient appliquées, c'est le vote pour notre liste. Parce que nous tenons les deux bouts. Le bout de l'action locale, et le bout de l'action aussi au niveau national, pour faire bouger ces lignes, pour faire sauter ce bouchon qui est ce bouchon de décision de l'austérité. Ces dogmes qui sont des dogmes permanents de réduction de la dépense publique. 50 milliards d'euros par an de réduction de la dépense publique. Dans le budget 2016, 12 milliards d'euros en moins pour les collectivités territoriales. Et donc cette gratuité des transports, si on la veut, et nous on la fera,
Et nous, on la fera. On va faire quelque chose de fort. En région, je finis juste un mot là-dessus, parce que les questions des finances sont importantes. 60 milliards d'euros, vous savez ce que c'est en région? 60 milliards d'euros. C'est nos encours bancaires, votre argent et le mien, celui qui sont aujourd'hui dans les banques. Et cet argent, il va sur les marchés spéculatifs. Est-ce qu'il n'est pas possible, en région, et nous allons le faire, de créer une banque régionale, de créer un moyen de prêt à taux zéro pour développer l'emploi, la gratuité et l'augmentation du budget de la culture dont on a parlé tout à l'heure? Le temps se termine, le temps tourne. Dernière question, vite. Si vous êtes réélu, est-ce que vous reprenez le dossier de la culture? Écoutez, ça, je ne sais pas. Si je suis réélu, je serai peut-être président de région. Non, Monsieur le Président, futur président? Non, je ris.